Mesdames et messieurs, chers collègues, nous célébrons aujourd'hui une œuvre, celle de Darwin, et un grand sujet scientifique, l'évolution. Nous le faisons dans le cadre de la chaire d'Armand de Riclès, qu'il faut remercier à double titre. D'une part, pour avoir promu l'étude de l'évolution dans ce haut lieu symbolique de la science française, et Dieu sait si ce n'est pas évident. D'autre part, d'avoir fait cela avec un souci permanent d'un enracinement historique et critique de sa discipline. Je dois vous dire que j'ai été particulièrement ému par ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que nous ne nous sommes absolument pas concertés quant à ce qu'il a dit de l'histoire et de l'épistémologie. La session de ce matin, Histoire et épistémologie, est à cet égard exemplaire de la démarche d'Armand de Riclès. Elle associera d'ailleurs, outre des historiens et des philosophes de métier, rémunérés pour cela, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils soient bons, des biologistes qui partagent l'engagement critique d'Armand de Riclès. Dans cette session, nous nous interrogerons sur les rapports historiques entre l'étude de l'évolution et le darwinisme de Darwin, mais aussi le darwinisme comme tradition de recherche ou encore comme école de pensée. Les recherches sur l'évolution ont depuis 150 ans porté la marque d'une œuvre singulière, l'origine des espèces de Darwin, à un point qu'on n'observe que rarement dans les sciences, surtout à l'époque contemporaine. Il est rare que de grands secteurs de recherche scientifique soient autant modelés en référence au nom d'une personne singulière. Certains, comme le philosophe Popper, y ont vu le signe d'une science immature. D'autres y ont vu un symbole qui marquait la jeunesse d'une discipline. Et ceci a intrigué des générations d'évolutionnistes, je ne parle même pas d'historiens des sciences, des évolutionnistes qui ont de manière récurrente éprouvé le besoin de clarifier leur référence à Darwin et de dire ce qu'il fallait entendre par darwinisme. C'est une constante dans l'histoire de ce champ, de Thomas Huxley et Alfred Russel Wallace, qui ont écrit des livres entiers intitulés Darwinisme, à August Weismann, Julian Huxley, Ernst Mayr et Stephen Jay Gould, entre autres. C'est un fait massif que les évolutionnistes ont eu besoin de clarifier leurs approches de leur évolution en clarifiant le sens de leur référence à Darwin. On peut se livrer ici à un exercice d'histoire hypothétique, la chose la plus dangereuse pour un historien, mais par certains égards la plus risquée et la plus passionnante. Que serait donc la science de l'évolution si Darwin n'avait pas existé ? Personnellement, et au risque de vous surprendre, puisque comme tant d'autres, j'ai fait un peu mon fonds de commerce de l'étude de cette œuvre et de ses succédanées, je crois qu'à condition de voir les choses à une échelle suffisante, le mouvement général de la connaissance évolutionniste aurait été le même sans Darwin, aussi bien qu'avec Darwin. Darwin, en effet, existait en morceaux épars avant qu'il ne publie son grand œuvre de 1859. L'hypothèse de descendance était communément discutée, celle de modification aussi. Le concept de sélection naturelle a été imaginé par d'autres, et en particulier co-découvert par un autre grand savant, Alfred Russel Wallace. Le principe de divergence existait. La capacité explicative du principe de sélection naturelle avait été parfaitement vue par Wallace aussi et indépendamment de Darwin, etc., etc. Évidemment, s'il n'y avait pas eu Darwin, il n'y aurait pas eu de théorie appelée théorie de la sélection naturelle, mais je crois qu'il y aurait eu quelque chose de proche, qui aurait peut-être mis davantage de temps à se mettre en route, qui aurait été moins brillant et auquel on se serait moins référé, mais je crois que de manière opératoire,
cela aurait existé. Évidemment, on n'aurait pas eu le recours rhétorique fabuleux qu'offrait le mot sélection. Ça, c'est un terme spécifique de Darwin qui permet de penser ensemble l'évolution des espèces domestiques, la sélection artificielle, l'évolution des espèces d'un point de vue adaptatif, la sélection naturelle, et aussi les effets plus capricieux de la sélection sexuelle. Ce qu'a produit Darwin, car il a quand même fait quelque chose, c'est avec une intelligence inégalée de produire une théorie articulée, une théorie mue par un prodigieux besoin de penser scientifiquement la nature dans sa totalité. Darwin, a-t-on dit, a sans doute été l'un des grands naturalistes à vouloir penser la nature de sa totalité, à la manière dont le naturaliste et philosophe allemand Alexandre von Humboldt l'avait fait dans Cosmos. À ce titre, l'origine des espèces est demeurée comme un point de repère incontournable depuis 1859. Je n'ai aucun doute sur l'influence de cette œuvre et sur la manière dont elle a modelé notre science, notre culture et nos idéologies. D'une certaine manière, l'histoire ne serait pas la même sans Darwin. Ce que j'ai voulu dire, simplement, c'est que du point de vue de la science, cela aurait probablement existé néanmoins. Ôtons ce livre, supprimons-le mentalement, l'origine des espèces. Notre hiver mental n'aurait pas les mêmes balises, elle n'aurait pas le même récit, mais je crois que les grandes lignes auraient été probablement les mêmes d'un point de vue théorique et disciplinaire. Il y aurait eu une écologie, il y aurait eu une génétique, il y aurait eu une immense difficulté à réconcilier le développement et l'évolution après les avoir séparés à la fin du XIXe siècle. Il y aurait eu une biologie des populations, en particulier une génétique des populations. Il y aurait peut-être même sans doute eu aussi, puisque c'était la conséquence logique de tout ce que je viens d'énumérer, une synthèse moderne, mais évidemment, il n'y aurait pas eu d'éclipse du darwinisme et il n'y aurait pas eu de néo-darwinisme. C'est cette conjecture risquée que nous explorerons dans les 7 premières conférences. Darwin sera partout, mais aussi nous faudra-t-il comprendre pourquoi ce qu'il avait à dire était tellement important qu'il fallait tant travailler pour l'infirmer, le confirmer et le développer, et ne pas simplement prendre son livre de 1859 comme un argument d'autorité. Je remercie très vivement les conférenciers qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. Nous nous efforcerons ce matin et ce début d'après-midi de contourner Darwin, en amont et en aval. Lamarck, les Naturphilosophen, la génétique, le néo-lamarckisme, les pionniers de l'Evo-Devo, Bateson, Goldschmidt et autres, la complexité de la synthèse moderne. Et en contournant, nous comprendrons et contemplerons d'autant mieux le bassin d'attraction que l'origine des espèces et de Darwin a représenté à toutes ces étapes. Je crois qu'il est temps d'écouter le premier conférencier.